Bienvenue dans cette présentation détaillée sur la prophétesse Kimpavita, également connue sous le nom de Donna Béatrice. Kimpavita était une figure historique et religieuse marquante de l'Empire du Congo, qui s'étendait à l'époque du nord de l'Angola jusqu'à l'actuel Congo démocratique, ex-Zaïre. Née en 1684 à Mbanza-Congo, la capitale de l'Empire, Kimpavita s'est élevée pour devenir une prophétesse et une enseignante charismatique, laissant une empreinte durable sur l'histoire et la culture de la région. L'Empire du Congo était autrefois l'une des plus anciennes et plus remarquables entités de l'Afrique centrale. Dans son livre « Histoire de la civilisation africaine », l'anthropologue allemand Leo Frobenius avait écrit en 1911 que les premiers navigateurs portugais ont découvert dans l'Empire Congo une foule grouillante habillée de soie et de velours, de grands États bien ordonnés et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, civilisées jusqu'à la moelle des os. Ce grand empire, arrosé par le fleuve Congo, bénéficiait d'un environnement fertile et comptait des régions aurifères ainsi que des mines de cuivre. Le travail du fer, maîtrisé par les populations bantoues bien antérieurement au premier millénaire de notre ère, permettait de fabriquer l'outillage et les armes nécessaires au maintien de la suprématie de l'Empire dans la région, jusqu'à l'arrivée des Européens. Sa prospérité reposait essentiellement sur le fer, mais aussi sur l'ivoire et le sel extrait des salines de la ville portuaire de Pinda et de la province d'Ambrise située sur la frontière maritime de l'Empire. La forêt tropicale étant hostile à l'acclimatation des chevaux, le commerce, monopole d'État, se faisait à dos d'homme. Parmi les autres activités pratiquées, l'agriculture vivrière, la production d'huile de palme et l'élevage de bovins assuraient au Congo une confortable sécurité alimentaire. De plus, la confection de bijoux et d'objets d'artisanat en cuivre, le travail du bois, la production de vêtements de raffia qui avaient une grande valeur d'échange contribuaient à enrichir l'offre commerciale de l'Empire. L'apparition des missionnaires européens va introduire un tournant décisif dans l'histoire de cet empire, peuplé à l'époque d'environ 3 millions d'habitants. Arrivés à la fin du XVe siècle avec les premières caravelles portugaises qui mouillèrent sur les côtes africaines, les missionnaires vont trouver dans ce pays un terrain particulièrement perméable à leur campagne d'évangélisation. Ils commenceront par les empereurs et les classes citadines. Dès 1491, la famille impériale congolaise se convertit au christianisme, suivie de l'aristocratie locale qui constituait la charpente du pouvoir et pour qui s'aligner sur les pratiques du chef était vivement recommandé. Ils se précipitèrent donc avec ardeur dans le baptême, contrairement aux gens des campagnes encore attachés à leur culte traditionnel. Les missionnaires s'immiscèrent petit à petit dans la vie intérieure de l'Empire grâce à leur rôle de conseillers influents de certains empereurs et puissants. L'un de leurs meilleurs amis sera le Mani-Congo Afonso Ier qui avait des relations particulières avec ces derniers et n'était sans doute pas informé sur leurs réelles intentions. Durant son règne, il fit du catholicisme la religion d'État. Il changea le nom de sa capitale de Mbanza-Congo en Sao Salvador et ouvrit grandement son pays à son ami le roi du Portugal avec qui il échangea une importante correspondance. Une brèche dans laquelle s'engloutiront missionnaires, commerçants et aventuriers d'origines diverses. L'adhésion à la culture portugaise du Mani-Congo Afonso Ier transforma la société locale par l'adjonction d'importants apports extérieurs. Des changements qui s'observeront en particulier dans le domaine religieux, l'éducation, les principes de gouvernement et d'administration. Afonso Ier va ainsi calquer l'administration de l'Empire Congo sur le modèle portugais. Il créa également des écoles pour jeunes filles jusque dans les provinces intérieures où l'enseignement était fait par des dames congolaises formées par les missionnaires. Voulant favoriser la formation de prêtres africains, il envoya des jeunes gens faire leurs études au Portugal, dont son propre fils, baptisé Henrique, consacré évêque à Rome. Premier et plus jeune évêque africain ordonné en 1518 avec une dispense papale, Henrique revint au Congo vers 1521. Mais, de santé fragile, il y mourut 9 ans plus tard, sans avoir joué de rôle significatif dans l'Église catholique. L'amitié entre l'Empire Congo et le Portugal allait cependant se briser sur la question de l'esclavage. La demande des plantations américaines ayant donné un frénétique élan à la traite négrière, les Portugais voient aussitôt dans le pays de leur ami un extraordinaire bassin de ravitaillement.
Le Mani-Congo Afonso Ier, choqué du peu de considération manifestée aux siens et déçu de constater que les principes moraux introduits par la religion européenne ne semblaient pas s'appliquer aux Africains, s'opposera à tout commerce d'esclaves sur son territoire. Il s'attire alors la haine des négriers blancs qui tenteront même de le faire assassiner en pleine messe de Pâques en 1540. Des razzias d'esclaves se multiplient à partir de l'Angola voisin, occupé par les Portugais, et de l'île de Sao Tomé, semant la désolation dans les villages frontaliers congolais, et en particulier dans la province du Mbamba. Désormais bien installés dans l'Empire, les missionnaires, dont l'emprise sur les élites était très forte, constituaient à l'époque une véritable tête de pont des nations européennes dans les provinces. Par leur intrusion dans les communautés les plus éloignées, ils savaient beaucoup de choses sur l'intérieur du Congo. Ils collaboraient étroitement avec leurs métropoles respectives qu'ils informaient sur les divers aspects physiques, économiques, sociologiques et politiques des régions dans lesquelles ils étaient implantés et dont ils connaissaient parfaitement les ressources ainsi que les forces et les faiblesses. Après la mort d'Afonso, les luttes de clans domineront la vie politique congolaise jusqu'à la décadence de l'Empire, lorsque les réseaux commerciaux européens prendront le pas sur les anciens États. Pour l'heure, le désordre était total dans le pays. Les provinces s'étant progressivement affranchies du pouvoir central, le nombre croissant de prétendants au trône avait conduit à une scission de l'Empire en principautés ennemies. Les hostilités entre souverains retranchés dans leurs provinces respectives vont finalement aboutir à une guerre civile à laquelle vient s'ajouter l'intensification de l'esclavage. Le peuple congolais ébranlé ne savait plus à qui se vouer pour ramener la paix dans le pays. En 1704, au plus profond de la tourmente, un personnage extraordinaire allait surgir et redonner espoir aux désespérés Congolais. Il s'agit d'une jeune fille de 22 ans connue sous le nom de Donna Béatrice, également appelée Kimpavita.